La résonance coach-client. Est-ce que vous savez en quoi ça consiste? C'est ce dont on va parler aujourd'hui avec Olivier Guérin, le coach professionnel certifié PNL. Restez là. Bonjour Olivier. Bonjour Pamela, ravi de te rencontrer, de te retrouver, puis bonjour aux auditeurs et auditrices qui vont nous écouter et revoir. Merci d'avoir accepté de revenir au podcast pour nous parler en fait de ton expertise, la résonance. Alors, c'est ce que j'ai dit en intro. Peut-être qu'on pourrait commencer par expliquer en quoi ça consiste la résonance pour ceux et celles qui pourraient ne pas trop savoir ce que ça veut dire. Tout à fait. Alors la résonance, de manière générale, et puis là je l'admets, c'est notre relation à la vie, c'est le fait que nous résonnons, nous sommes en interaction constante avec des éléments de la vie, des sociales, des personnes, des environnements, des lieux, de l'atmosphère. Ça, c'est au niveau général, on est en constante interaction et on résonne avec un environnement et des personnes. Maintenant, dans le cadre d'une relation professionnelle coach-client, client-coach, c'est important, c'est une responsabilité, car il y a deux aspects fondamentaux, puis ce troisième de la résonance en coaching, qui est un, d'établir une bonne relation, un climat de confiance du coach avec le client, autant que possible et avec des moyens. Deux, le deuxième axe vraiment fondamental, c'est la notion de processus, les techniques, les interventions, le fait de connaître, de poser des questions qui vont faire avancer et cheminer le client dans son évolution et vers l'atteinte de son objectif. Et enfin, ce troisième aspect qui est la dynamique relationnelle qui s'instaure à travers les rencontres. Et c'est ce qu'on appelle cette notion de résonance avec laquelle le coach, comme tout humain, avec ses croyances, ses valeurs, son processus, son expérience, son expertise, va résonner par rapport à ce qu'apporte le client. Alors lui, le client, il n'a pas à savoir ce qu'il en est. En revanche, en termes de professionnel et d'éthique, c'est important que le coach soit à même de reconnaître et d'identifier des éléments de résonance qui vont de toute façon l'impacter, un peu comme l'air qu'on respire, plus ou moins fortement ou faiblement, et qui vont teinter ses perceptions, qui vont teinter ses interventions. Et plus le coach est à même d'identifier ces aspects de la résonance qui l'impactent, ça peut commencer par des sensations physiques, des émotions, des états d'esprit, ça va lui permettre justement de mener et d'avoir tous les outils et les moyens et l'attitude et la posture d'excellence et la plus apte et adéquate possible pour faire cheminer le client qui, lui, vient payer un service professionnel avec son bagage, avec son histoire, avec son besoin, ses demandes. Et le coach va être, bien sûr, va rencontrer tout cet ensemble l'ensemble de la personne qui la compose, avec ses croyances, ses valeurs, qui vont venir résonner avec son histoire professionnelle, son aptitude, et qui peuvent plus ou moins l'incapaciter ou l'impacter de manière positive, voire négative. Et j'ai écrit un ouvrage justement pour donner des moyens et un outil inédit, une matrice de résonance qui permet d'identifier justement quel type de résonance est active, car Pamela, sache-le, la résonance, elle est omniprésente dans toute rencontre de coaching, de la première à la dernière, et à chaque fois, elle est plus ou moins observable, plus ou moins présente, en tout cas on la ressent plus ou moins, et elle est toujours là. Donc plus on est conscient de cela, encore une fois, pour le coach, plus ça va lui permettre d'être dans son excellence et pouvoir accompagner de la meilleure façon possible le client ou la cliente. J'ai juste une question qui vient de me popper comme ça. Quand on parle de résonance, est-ce que c'est aussi de prendre, de la part du coach, de prendre la même pose que le client qui est devant? J'ai déjà vu ça dans une formation. Si le client est les bras croisés, de prendre la même pose que lui pour qu'il sente qu'on est vraiment à l'écoute, Alors, puis que inconsciemment, Alors, en PNL, en tout cas, c'est ce qu'on appelle la calibration. La calibration, c'est ça peut ça. être parfois de reproduire l'attitude et la posture, la pose du client pour faciliter la connexion et la communication. Tant que c'est fait consciemment, ce n'est pas de la résonance. C'est juste de la calibration, une technique d'intervention. En revanche, OK. si tu commences à me parler et puis tu commences à bégayer ou tu n'es pas à l'aise, puis moi je commence à pas être à l'aise, c'est pas de la calibration, c'est que moi je résonne. Il y a quelque chose dans la dynamique qui fait que je suis sur une défensive où je me fais trop imprégner par le client et je n'arrive pas à créer un équilibre et une posture adéquate. Maintenant, je peux faire en sorte, tu vois, là tu hoches la tête, je peux faire en sorte moi aussi créer un mouvement de hochement, soit avec mes mains ou avec ma tête en toute conscience. Et là, c'est de la calibration pour faciliter la connexion.
J'aime ça. J'aime vraiment ça, la différence. Fait que la résonance, c'est vraiment inconscient. Oui, tout Jusqu'à à ce fait. qu'on en Alors, prenne conscience, en en fait, fait. voilà, on peut prendre conscience à un moment donné que, tiens, la personne, elle se frotte les mains, puis moi, je me frotte les mains ou je commence à transpirer. Mais il y a toujours une part d'inconscience qui, si effectivement elle n'est pas conscientisée, va s'amplifier et va impacter le coach, qui va résonner très fortement. Et généralement, c'est plus souvent de manière plutôt impactante négative que porteuse et positive. Maintenant, la résonance peut être autant positive que parfois négative et dans des amplitudes assez hautes. Voilà. Est-ce que c'est important d'en prendre conscience des deux côtés, autant du coach que du client, ou plus du coach? C'est juste du coach. Le client, lui, il n'est pas expert de l'accompagnement, hein. Il vient avec une problématique, une dynamique. Je veux plus de ça, je veux moins de ça dans ma vie, gagner plus, changer de métier, trouver la femme de mes rêves, réaliser un marathon. Lui, il vient avec son bagage. C'est notre responsabilité en tant que coach, au niveau éthique et au niveau de notre posture, d'être à même de conscientiser le plus possible cet effet de résonance pour accompagner le client de la meilleure façon. Lui, le client, il vient, si tu veux, c'est un peu comme je pense souvent aussi parfois l'analogie du garagiste. Le client, il a une voiture, c'est pas un expert. Son moteur, il y a un drôle de bruit. C'est pas, alors tant mieux s'il s'y connaît un petit peu, mais c'est pas sa responsabilité. Il vient voir un garagiste pour fixer sa voiture. Peut-être c'est un élément du moteur, peut-être c'est les freins, peut-être c'est le, X, Y, Z. Lui, le client, il paye un service et c'est au coach d'être à même autant que possible d'identifier les éléments. Et pour donner un exemple, dans l'ouvrage que j'avais écrit en 2019, La résonance, il y a un client qui vient rencontrer, puis je l'ai observé en pratique de supervision. Il y a un client très bien habillé, gestionnaire, un très bon statut social, et il vient voir le coach. Et la demande du client, je veux avoir plus confiance en moi. Alors qu'il démontre en apparence une extrême confiance. Et là, le coach se retrouve en fait un peu intimidé et on le voit qu'il baisse la voix, on l'entend qu'il baisse la voix, il se recroqueville un peu dans son fauteuil et on sent qu'il ne pose pas des questions pour creuser ce que recherche le client. Et en fait, il se fait impacter par cette prestance extérieure de confiance, mais en fait, c'est un moyen de défense qu'a développé le client. Il manque de confiance, mais dans son apparence, il est bien habillé, il a un bon statut. Mais en fait, dans ses relations interpersonnelles, il n'est pas très à l'aise. Oh. Et cette prestance, le coach n'en a pas eu conscience tout de suite, mais il a été impacté. Et comme il n'a pas su la capter, il s'est fait absorber, imprégné par cette dynamique. Et en fait, ça a bien sûr servi le client. Alors, ça a desservi le client dans son coaching pour cette première rencontre, mais ça a servi le client de ne pas être confronté à son vrai enjeu. Et donc, cette notion de résonance, elle sert le client pour, oui, le client, il paye un service puis il veut changer, mais qui aime réellement l'inconfort du changement? Et c'est justement ça qui a été créé dans la dynamique de résonance. Et si le coach n'en prend pas conscience, un, et deux, après, n'agit pas pour la modifier tout dans le respect du client. Le but, c'est pas d'aller sauter sur le client en disant hey, tu m'impactes, je me sens moins en confiance, tu n'as pas le droit de me faire ça. Non, c'est au contraire, c'est tiens, je me sens en ce moment, tiens, impacté par cette dynamique. Tiens, je sens qu'il y a une dynamique qui m'imprègne, peut-être limitante, une résonance limitante, ou peut-être que je vais développer des moyens d'être gentil avec le client ou d'être vraiment à réaliser mes interventions de A à Z de manière robot. Et puis là, c'est plus une résonance technique. Je m'appuie sur le processus pour, un peu comme un garagiste qui fait un check-up très froid, puis il ne trouve pas, mais en fait, en discutant avec les clientes, la cliente, elle fait un peu du 4x4 avec sa voiture qui n'est pas un 4x4 ou un SUV, et qui est plus. Et donc, il se rend compte qu'effectivement, il y a des éléments, c'est plus au niveau du pot d'échappement ou du pare-choc ou de l'essieu qu'il faut regarder, et pas forcément du moteur. Bref. Je te partage des éléments et des métaphores que les coachs vont capter. Encore une fois, c'est la résonance, ça appartient au coach d'en prendre conscience et d'agir pour la faire évoluer. Et heureusement, le changement est constant et on peut faire évoluer une résonance limitante. Il y a 4 formes. Une résonance limitante, on perd les moyens, la relation et le processus. La résonance amicale, bien sûr, un coach n'est pas là pour être un ami. Ça peut être très convivial, mais c'est pas. C'est-à-dire qu'il y a trop de rapports, c'est trop gentil. Et on a vu des dynamiques où le client flatte le coach se laisse imprégner par ça et perd sa posture de coach et puis dans son ego, il est tout content. Mais en fait, c'est un moyen du client pour désarmer le coach inconscient
Et ça, le client, lui, il n'est pas conscient de ça et c'est pas la responsabilité du client. C'est la responsabilité du coach de capter ce qui se passe dans la dynamique pour justement intervenir et rétablir un équilibre. Et un équilibre généralement porteur. Et on tombe dans une résonance qu'on appelle efficace, où il y a un bon rapport, il y a un bon niveau de processus, il y a l'accueil des émotions, il y a l'accueil peut-être de la confusion ou de l'incompréhension. Le coach est à égal avec le client se sent égal au coach et il y a une belle dynamique qui vient porter et qui vient faire cheminer et avancer le client vers la clarification et l'atteinte de son objectif. Je pense que j'ai 5 questions en même temps dans ma tête. Qu'est-ce que ça change? En fait, comment un coach peut faire? Je sais que plus on l'exerce et plus on l'applique, plus ça devient facile. Par contre, au début, comment on fait pour se concentrer sur ce que le client dit, tout en essayant d'analyser la résonance qui est en train de se passer, puis de ne pas perdre ce que le client est en train de nous dire? Alors, le premier moyen, effectivement, de temps en temps, c'est ce que j'appelle de faire une bonne pause ou des micro-pauses. C'est-à-dire qu'on commence la rencontre, on se présente généralement à la première, puis il vaut mieux intervenir et prendre conscience dès la première parce que la résonance va s'amplifier par la suite. Donc, si on ne le fait pas à la première, on peut le faire à la deuxième et ça va s'amplifier. Donc, il vaut mieux en prendre conscience. Donc, les 10 premières minutes, alors ça peut être une rencontre de 45, 1 heure, 45 minutes, 1 heure. La première chose, c'est de faire une micro-pause après, je dirais, l'introduction. On s'est présenté, on a présenté la démarche, on a signé les papiers de confidentialité, d'accord. Le coach, par exemple, peut prendre un verre d'eau ou a déjà préparé un verre d'eau, sert un verre d'eau au client, et puis lui aussi. Puis le temps de boire, de prendre conscience de, tiens, qu'est-ce qui se passe en lui? Est-ce qu'il se sent plutôt à l'aise, inconfortable? Qu'est-ce qui est présent comme sensation? On va commencer par les sensations et état d'esprit. Est-ce que ça clique tout de suite ou est-ce qu'il y a, bon, tiens, c'est pas tout à fait ça, je suis pas tout à fait à l'aise, avec peut-être l'apparence, avec peut-être l'odeur de la personne, même si elle met du parfum, peut-être elle en met trop mis, ou un déodorant, ou pas de déodorant. Ou tiens, il parle lentement, ou elle parle très vite, ou très lentement, et il y a un rythme à ajuster. Donc déjà, prendre conscience de ces éléments perceptibles. Qu'est-ce qui m'arrive à moi dans cette dynamique? Qu'est-ce qui est présent? Puis on le sait tous, hein. Pamela, si je te pose la question là, en un claquement de doigts, comment tu te sens avec moi en ce moment? Tu vas très vite le sentir à l'intérieur, c'est plutôt facile, pas facile, je me sens bien, pas bien. Et ça prend 1 seconde. Donc en 1 seconde, ça ne va pas interrompre le coaching. En revanche, c'est au coach de l'intégrer dans sa routine. Tiens, pendant que je bois mon verre d'eau, comment je me sens? Ok, tac, tac. Juste ça déjà. Ensuite, l'entretien continue avec des questions, des réponses, des interventions. Et là, à mi-session, on va dire, alors si c'est 45 minutes, c'est 20, 25 minutes, si c'est 1 heure, c'est au bout de 30 minutes, le coach peut tout à fait dire au client, écoutez, madame, monsieur, alors je prends toujours Franck, Nathalie, on est à mi-session, vous m'avez partagé beaucoup d'informations, comme toi tu m'as dit, écoute, j'ai 5 questions, Olivier, est-ce que c'est OK pour vous? Je prenne quelques instants pour faire un point sur mes notes, sur ce que vous m'aviez dit, pour tirer l'essentiel et faire un point avec vous. Puis ça peut être l'occasion, vous aussi, en silence peut-être, de faire un point sur comment vous vous sentez. Tu vois? Et tu vois, tu demandes une permission et c'est cool. Généralement, le client ne dit pas non, il est plutôt content. Et puis, alors bien sûr, c'est pas de prendre une pause de 10 minutes, tu vois, ça peut être quelques minutes, 1, 2 minutes. Tiens, encore une fois, je refais un point. Tiens, est-ce que cette sensation s'est amplifiée? Est-ce qu'elle a disparu? Est-ce que le rapport est bon? Est-ce que c'est équilibré? Et là, tu vois, alors bien sûr, j'amène une matrice, un outil que les coachs peuvent intégrer après la rencontre, puis au fur et à mesure, ils peuvent la préparer sur leur bloc-notes ou leur iPad ou leur tablette, puis se faire une matrice très rapidement pour évaluer où ils se situent à peu près. Et puis, tu vois, et à la fin de la rencontre, ça peut être aussi à la fin, dans ce qu'on appelle la période de bouclage, poser la question, lui, le coach peut reprendre un petit verre d'eau ou une tisane ou s'il buvait un café, une gorgée, refaire un check, avec le client, tiens, par rapport à cette rencontre, qu'est-ce que vous avez apprécié, qu'est-ce qui était présent, comment vous êtes senti, et ce qu'on appelle comme outil la métacommunication. Le coach peut aussi évoquer des éléments de la dynamique relationnelle. Côté Franck, Nathalie, je tiens à vous remercier. Ce que j'ai particulièrement apprécié, c'est ça. Ou tiens, j'ai noté qu'à certains moments, il y avait un peu de fébrilité ou un peu de tension. Moi, je me suis senti un petit peu tendu, sans donner toutes les raisons. Hein. On peut exposer des choses. Est-ce que vous l'avez ressenti aussi ou c'est juste moi, tu sais? Et moi, je suis là pour améliorer et être à vos côtés. Et tu vois, il y a un dialogue qui s'instaure et sur une autre dynamique, la métacommunication, c'est parler de ce qui se passe. Tu vois, Pamela, c'est par exemple, tiens, Pamela,
à travers les échanges qu'on a. Est-ce que je parle trop? Est-ce que je parle pas assez? Trop vite? Qu'est-ce qui est pour toi correct? Et merci de ton feedback. Mais si jamais on interprète, tu sais, si par exemple on dit j'ai senti une certaine tension, est-ce que vous l'avez ressenti aussi ou c'est juste moi, puis que la personne dit non, moi je ne l'ai pas ressenti, ça peut pas émettre un signal négatif de la Non, part alors du en coach? coaching, en tout cas en PNL, ce que l'on a comme, alors ce qu'on appelle des prédicats. Un prédicat, c'est un peu des lois universelles observées, empiriques. Il y a un prédicat en coaching où on dit qu'il n'y a pas d'erreur, il n'y a que du feedback. Moi, C'est vrai. Olivier Guérin, en tant que coach, je suis expert d'un processus d'accompagnement, d'accord? Mais je ne connais pas ta vie. Donc, que moi j'ai ressenti une tension à un moment donné sur un sujet et que je te pose la question, c'est plus un point de validation. Mhm. Tu l'as ressenti, bon, peut-être on peut creuser, puis c'est une piste peut-être pour le coaching d'avancement. Si tu l'as pas ressenti, ça m'appartient. Et donc, au moins, j'ai validé que ça m'appartient juste, et c'était un point de validation, je ne vais pas plus loin. Après, si je rencontre 10 clients ou 10 clientes, puis j'ai toujours cette tension, peut-être c'est à moi d'aller, en tant que coach, d'aller me faire coacher sur un élément. Peut-être que la dynamique, tu sais, d'un marathon, d'un diagnostic ou un membre de la famille qui est vieillissant ou mourant, ou un déménagement ou quelque chose de particulier vient me toucher. Si je vois que c'était juste une personne, bon, bah c'est OK. Peut-être que ça m'a touché à ce moment-là. Si je vois que ça se répète au bout de 10, 15, 20 clients ou 5 clients, là, je vais peut-être me poser la question, il y a peut-être quelque chose à moi à clarifier, à regarder. Et là, on peut se faire accompagner. Et c'est pour ça qu'on demande dans les codes d'éthique des coachs d'être supervisés, pour être sûr d'être le plus à même, d'être en état de conscience, la manière la plus adéquate et étendue possible pour pouvoir accueillir des situations et les reconnaître quand elles se présentent avec le client. En même temps, je trouve ça important parce que ça prouve qu'on est humain, hein. Si la personne dit ah non, moi je ne l'ai pas ressenti, c'est pas parce qu'on est coach qu'on est un super héros, qu'on ressent plus rien, puis qu'on n'a Bien au aucun contraire. Et ça, effectivement, défaut. oui, bah, les malheurs que tu amènes, souvent, il y a ce biais. Alors, c'est une tendance, encore une fois, hein, chaque humain est différent et chaque coaching est différent. Et il y a souvent ce biais de moi, client, je te paye coach, tu es mon super héros, tu es un super coach, puis tu vas me résoudre mon problème. Non, il y a une responsabilité à 100% du client et à 100% du coach. Et c'est important de rétablir ça. Mais justement, un effet de résonance peut être que le coach va s'approprier le problème du client et va essayer Mmh. de le résoudre. Mais c'est pas au coach de résoudre le problème du client. L'enjeu du coach, c'est de mettre à jour l'enjeu de fond ou les enjeux du client et de le faire cheminer pour les dépasser. Si on prend l'exemple de ce client qui était en apparence en surconfiance, qui démontrait une surconfiance en apparence, mais qui à l'intérieur manque de confiance, peut-être que l'enjeu du coach, justement, c'est de responsabiliser le client et de lui mettre en pratique. Par exemple, on l'a vu en supervision, que le coach avait été un peu impacté au début, puis à la troisième et vers la cinquième rencontre, il a mis en place un exercice auprès du client que le client se parle à lui-même devant le miroir de sa salle de bain et qu'il se sente en confiance avec son propre regard, parce qu'il s'est rendu compte que en fait, le client, quand il s'introspecte ou par rapport à un miroir, il a un regard où il se dévalorise. Et donc, il a mis en place des exercices à travailler de discours face à un miroir de lui-même à lui-même et qui se sent à l'aise avec une échelle de 1 à 10 qui s'est montrée progressivement. Et au fur et à mesure, comme par hasard de la rencontre, où le client a augmenté son échelle de confiance intérieure, il avait de moins en moins besoin de démontrer sa confiance extérieure. Alors oui, il était bien habillé, mais il était beaucoup moins offensif, beaucoup moins avancé dans la rencontre, et dans sa posture, il était beaucoup moins démonstratif. Il était beaucoup plus posé et centré que, tu sais, je roule un peu des mécaniques. Bon, je prends des exemples un peu forts pour que les gens comprennent, mais dans son attitude, il y avait une attitude quand même très, tu sais, en avant, le buste qui était gonflé, un peu à la Popeye, tu sais. Et au fur et à mesure du coaching, on le voyait, il était plutôt assis dans son fauteuil, plutôt une voix posée, calme au fur et à mesure. Et vraiment, il se dégageait de la confiance de lui et non pas une démonstration physique de Mmh. confiance. Je pense que tu as catché la distinction. Oui, oui, Et tu vois, il y avait une sorte de rééquilibrage. Il gagnait en confiance intérieure et l'extérieur s'amoindrissait. Et ça créait quelque chose de beaucoup plus harmonieux et de présent. Voilà. Tu sais quoi, Olivier, je trouve que
la résonance, prendre le temps d'analyser la résonance, ça peut également aider parce que quand un client nous dit sa problématique, il ne faut pas la prendre tout de suite au premier degré parce que ça cache autre chose. Puis souvent, il y a l'erreur de ne pas aller poser de questions pour trouver le problème sous-jacent. Je trouve que la résonance, ça l'aide à aller un peu creuser en dessous de la Tout à première fait. couche pour aller trouver les couches qui sont sous-jacentes. C'est excellent ce que tu amènes. Et effectivement, pour ma part, ce que j'amène, c'est que la résonance est ce troisième pilier en coaching, tu sais. Bah, le premier, c'est créer la relation. Le deuxième, c'est avoir un processus et maintenir un processus qui amène effectivement de la valeur et qui crée, qui fait cheminer le client. Et le troisième, c'est cet aspect de résonance qui devient un atout. Parce que généralement, en tendance, la résonance, elle s'instaure. Alors, elle peut être effectivement propre au coach, puis ça n'appartient pas du tout au coaching ni au client. Mais généralement, il y a des liens. Et ça peut être lié à un enjeu, effectivement, et ça permet de creuser, ou en tout cas d'en parler. Et tu vois, par exemple, quand cette tension intérieure, si effectivement le client la ressentait, ou la ressentait pas, mais il en prend conscience qu'il y en a une, et peut-être ça peut, et on a vu ça aussi, que, en premier cas de figure, le coach ressent une tension et il pose la question en métacommunication au client. Premier cas de figure, non, le client ne ressent pas, et il n'y en a pas, et donc ça n'a pas lieu d'être, en tout cas par rapport à l'objectif du coaching. Deuxième cas de figure, le coach en parle, et là, le client, en fait, il l'a ressenti, mais il n'en avait pas conscience lui non plus, mais il en prend conscience. Et donc, tu vois, c'est un atout, et c'est un outil de conscientisation. Et là, le client dit, mais oui, vous avez raison, quand je parle de cet événement, pour réaliser mon marathon, puis au niveau du mur, je me rendais compte qu'il y avait un frein, j'avais un blocage, et je n'osais pas me relier à cette émotion. Et pour moi, c'était pas autorisé d'avoir de la douleur ou de la peine par rapport à mon marathon, alors que je me suis entraîné. Et tu vois, le client prend conscience. Et après, une fois qu'il a pris conscience, troisième stade, bah, ça peut être utile de, mais tiens, maintenant qu'on a mis à jour l'enjeu, généralement, quand on met l'enjeu de fond, on le met à jour dans une démarche de coaching, tout, après, c'est des stratégies qui se mettent en place pour dépasser l'enjeu. Mais au moins, l'enjeu a été identifié et on peut le travailler. Et là, effectivement, la personne qui voulait réaliser son marathon, c'était pas un problème de nutrition, c'était plus un enjeu de visualisation, de se mettre en contact avec cette émotion ou cette sensation qu'il ne s'autorisait pas ou qu'il ne voulait pas voir. Et une fois qu'il l'a vu, ben, il a créé une bulle. Alors, c'est un exemple, mais il s'est créé une bulle intérieure, mais une bulle avec deux sas. En fait, il y avait deux bulles. Il y avait une bulle d'autorisation et puis une bulle de protection, mais pas juste un bunker. Et puis, ça venait le fracasser. Un peu comme une grenade qui explose dans un bunker, ben, l'effet, si tu veux. Là, il y avait effectivement un élément important qui n'était pas agréable, mais il s'autorisait à le ressentir. Et une fois qu'il l'avait ressenti, merci, je t'ai observé, mais ça n'a pas lieu plus d'être que ça. Et il a créé une juste frontière avec deux couches de bulles, en fait. Voilà, je te partage ça. C'est vraiment puissant. Je trouve ça très puissant. Dernière question, Olivier, que j'aimerais qu'on élabore là, pour les minutes qui restent. J'aimerais qu'on donne certains exemples d'une bonne résonance coach-client et d'une mauvaise résonance coach-client. Parfait. Alors, la bonne résonance coach-client, c'est ce qu'on appelle une résonance efficace. Alors, elle peut apparaître tout de suite quand ça clique et puis le coaching est fluide. La personne vient avec un objectif, soit qu'on connaît, qu'on a déjà nous-mêmes vécu peut-être en tant que coach ou pas, mais on est à l'aise. Et avec la personne, son rythme, son attitude, la façon dont elle parle, et elle est plutôt auditive, plutôt visuelle, puis le coach est plutôt auditif, plutôt visuel, sur le même rapport. Il y a un rapport qui s'installe, il y a un climat de confiance, il y a un niveau d'égal à égal, et quel que soit l'enjeu ou la dynamique ou le besoin du client, il y a un processus avec un accueil des émotions. La personne, à un moment donné, elle peut se sentir triste, et puis le coach accueille l'émotion et ne se sent pas noyé dans la tristesse. Il devient empathique réellement, mais pas sympathique. Je prends ta tristesse, puis je suis une vraie éponge, puis je suis pris dedans, puis je résonne avec cette tristesse parce que ton enfant a un diagnostic ou il est handicapé, puis moi, ça me prend à la gorge, j'ai un cousin handicapé, j'ai jamais pu rester à côté de lui parce que je suis trop émotif, puis j'ai pas envie, tu sais. Je te donne des exemples. Et là, effectivement, il y a l'accueil de l'émotion, le temps donné pour gérer un peu cette émotion ou la faire circuler dans le coaching. Alors, pas forcément tout le coaching, mais un bon quelques minutes, si tu veux, où le coach accueille l'émotion de la personne. Bon, écoutez, vous avez un enfant autiste, handicapé, je comprends. Je respecte, puis j'accueille cette émotion avec beaucoup d'humilité et puis d'empathie. Est-ce que tu veux un mouchoir? Est-ce que tu veux... Ok. Est-ce que tu as besoin de plus de temps? Non, c'est bon. Maintenant, qu'est-ce qui te ferait du bien pour avancer dans ta démarche?
Tu sais, et là, tu vois, il y a une empathie qui est là, qui est présente, vécue, ressentie. Et en même temps, il y a une démarche de coaching qui continue au rythme de la personne et la manière la plus adéquate. Ça, c'est vraiment de la résonance efficace. Et ça peut être de la joie, hein, ça peut être euphorique, mais une euphorie qui dure pas non plus 40 minutes, mais il peut y avoir un bon éclat de rire, complice, et ça s'arrête là. Et le coach, autant c'est convivial, mais il est resté dans sa posture de coach. Je ris avec toi, et non pas de toi, mais je ris avec toi. On a un bon moment. Préférablement, oui. Voilà, on a un bon moment. Maintenant, ok, allons-y, ça nous donne de l'énergie, on s'est boosté, on s'est cranké. Eh ben, allons de l'avant côte à côte. Inversement, une résonance, et puis ça on le sent très vite aussi, une résonance limitante. La personne donc déroule son objectif, moi je suis pas à l'aise, le rythme de la personne ne correspond pas, la façon dont elle s'exprime, je comprends pas ce qu'elle me dit, je lui pose des questions, elle ne comprend pas mes questions, elle ne sait pas où ça veut en venir. Et là, tu vois, il y a vraiment de l'interférence, autant au niveau de la relation que dans le processus. Et là, on le ressent très vite généralement. Alors ça se manifeste chez le coach, ça commence à spinner dans sa tête, il a des sensations, peut-être les mains moites, la gorge serrée, il n'est pas à l'aise, soit il s'arrête, soit il bafouille, il cherche ses questions, il garde ses notes. Et là, il y a un climat qui n'est pas agréable, déjà pour le coach, peut-être même pour le client, mais en tout cas pour le coach, c'est pas agréable et il perd ses moyens. Voilà. Et ça, quelle que soit la demande, je veux perdre du poids ou je veux prendre du poids, je veux acheter une maison, une promotion, je veux lancer mon business de coach. Puis là, il y a une résonance de coach à coach, tu sais, ou de massothérapeute. Puis le coach, il n'arrive pas à dégénérer du business avec son. Puis là, il y a une résonance d'affaires, tu vois, et il ne sait pas trop comment parce que lui non plus, il essaye de. Et il résonne et puis voilà. Tu vois, même moi, je me mets à bafouiller, je spin. Tu vois, tu sens dans l'énergie que tu cherches des moyens, tu essayes de t'agripper, mais c'est pas là, puis c'est pas agréable. Et ça, c'est des signes distinctifs qu'il y a une résonance limitante. Et généralement, c'est la plus facile à distinguer, en fait. Autant l'efficace, parce qu'on le ressent, on est bien. Autant la limitante, c'est à l'opposé, parce qu'on n'est vraiment pas bien. Et les deux plus subtils à identifier, c'est la résonance amicale. Il y a trop un bon rapport, et ça nous, un peu comme du sirop. Mais là, il faut être très vigilant parce que c'est du sucre. Et puis le sucre, tant qu'on n'est pas arrivé à saturation, c'est pas évident, tu sais. Et la technique aussi, pareil, en entreprise ou dans l'organisation, elle est souvent présente. On s'appuie sur un processus. Il y a un cadre de rencontre de 30 minutes, 45 minutes en présentiel ou par Teams. Puis c'est cadré, c'est une revue de performance, il faut remplir des formulaires. Puis là, le piège, c'est de tomber dans le mode robot. Je complète mon formulaire, je complète ma rencontre, mais est-ce que j'ai créé du lien avec la personne? Est-ce que j'ai compris un peu, avec un peu d'empathie, hein. Le but, on n'est pas non plus en thérapie ou en psychothérapie, en milieu d'entreprise, mais est-ce que je suis connecté à la personne, je comprends, j'ai créé un lien, ou est-ce que je suis juste dans mes affaires à checker des box pour compléter le formulaire de revue de performance? J'ai une autre question pour les 2 minutes qui restent. J'ose imaginer que dans les premières rencontres, si la résonance est inhibitante, comme tu viens de le mentionner, ce n'est pas une raison nécessairement pour arrêter le coaching avec cette personne-là. Mais si ça fait 10, 15 rencontres puis qu'on se rend compte que la résonance, elle est justement inhibitante, est-ce qu'il faut mettre fin ou Alors, on travaille sur soi? très bon, déjà, ne pas attendre 10, 15 rencontres. Déjà, au bout de 3, 4, de toute façon, le coach va le sentir, puis ça va impacter au bout d'un moment le client qui va le manifester. Donc, si au bout de 4-5 rencontres, le coach se rend compte qu'il y a quelque chose qu'il aille se faire superviser très rapidement, déjà. Parce que, par rapport au coaching en tant que tel, déjà, et puis peut-être c'est pas lié à une dynamique de fond, et ça va lui éviter de revivre ça peut-être pour les autres clients. Et donc déjà, ça va servir sa posture, ça va servir son client actuel, et ça va servir dans le sens porter ses fruits, les clients futurs. Et deux, effectivement, si au bout de ce coaching de supervision, le coach se rend compte que c'est pas, oui, il ressentait, mais c'est plus lié à la dynamique, et ça se reproduit avec d'autres clients sur la même dynamique et le même besoin ou la demande de coaching, peut-être qu'effectivement, tant que c'est pas résolu, ne pas prendre de clients, mais là vraiment, c'est faire un point vraiment très en conscience et peut-être dire au client, écoutez, ce que vous me partagez, je suis vraiment pas à l'aise et j'ai tenté d'accompagner d'autres clients qui ont ce même type de dynamique. Je préfère vous recommander à un autre spécialiste ou un autre confrère ou consoeur, coach ou thérapeute ou X, Y, Z, parce que pour ma part, je ne serai pas dans le meilleur de mes moyens. Et ça, faut le reconnaître. Ça sert à ça aussi, les rencontres découvertes, les rencontres d'arrimage. Je me rends compte que je ne serai pas au mieux pour vous accompagner dans votre dynamique. Et ça, les clients vont apprécier en termes de respect. Est-ce que vous préférez
vous enfarger, puis créer une dynamique malsaine pour vous et le client, et ça peut avoir des impacts très négatifs et même dangereux pour le client et même pour votre réputation en tant que coach, ou préférez en toute humilité et éthique, après avoir bien sûr introspecté et fait un travail sur vous-même, puis c'est pas un coup de tête, hein, c'est pas parce que je rencontre une difficulté qu'il faut dire, bah écoute, moi, là, ta demande de coaching, là, je vais voir quelqu'un d'autre, j'y arrive pas. Non, c'est pas ça le but. Je dis pas ça. Je dis, introspection, supervision, temps de réflexion, et si effectivement ça se reproduit ou vous êtes vraiment mal à l'aise, en parler en métacommunication, encore une fois, avec le client, en bonne et conscience. Soit le client va vous dire, bah, écoutez, je comprends, ou soit, bah, écoutez, ah bon, vous êtes sûr? Parce que bah, je pensais que. Puis là, peut-être ça peut réviser, peut-être qu'en parlant justement de ça va créer et changer la dynamique, où là, le coach va moins raisonner et va se sentir plus à l'aise pour accompagner. Donc, tu vois, ça peut aussi se rétablir avec la résonance. Maintenant, d'où l'importance de conscientiser, de travailler, de se faire superviser et d'en parler au client. Et à un moment donné, effectivement, il y a une décision qui peut peut-être être pondérée, réévaluée, ou peut-être effectivement à la fin dire, écoutez, le client, lui, bon, écoutez, je comprends, merci beaucoup, je vais contacter Franck, Nathalie, de votre part pour être accompagné. Oui, allez-y, ils sont d'autant plus habiles dans ce domaine-là. Et merci d'avoir fait confiance sur les premières rencontres. Je vous souhaite une bonne continuation. Puis voilà. C'est génial. Olivier, merci beaucoup. Ce fut très intéressant et utile d'apprendre vraiment la résonance coach-client. Merci pour ton expertise de nous partager tout ça. Merci Pamela, merci aux auditeurs. Et puis pour ceux qui veulent en savoir plus, il y a un livre, La Résonance, qui est sorti en 2019 aux éditions Béliveau pour les coachs, et un prochain qui s'en vient bientôt pour les gestionnaires, parce que cette notion de résonance, bien sûr, s'applique aussi dans les entreprises et organisations. Et effectivement, pour ceux et celles qui nous écoutent là, via YouTube, le lien est dans les commentaires, dans la description sous la vidéo pour vous procurer le livre d'Olivier. Olivier, un énorme merci et au plaisir de refaire un autre podcast avec toi. Merci Pamela, bonne journée à tous et à toutes. Au revoir. Bye tout le monde.